Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette deuxième partie sur les autorisations d'urbanisme, nous pourrons passer à un chapitre deuxième sur les permis et déclarations préalables, entre parenthèses, construire, aménager, démolir. Chapitre deuxième, les permis et déclarations préalables, entre parenthèses, construire, aménager, démolir. Les permis ont existé avant même que les plans ne soient créés. Le lien de dépendance entre les premiers vis-à-vis des seconds n'existait alors pas. Je vous l'avais expliqué, les permis de construire étaient au départ faits pour les règles d'alignement et non pas pour correspondre au plan de l'époque. Au moment de la réforme de 2005-2007, il existait un ensemble important de différentes autorisations d'urbanisme que cette réforme a simplifié. Quelles étaient ces autorisations à l'époque? D'abord, il y avait deux permis. Le permis de construire et le permis de démolir. Et puis, à cela s'ajoutaient 8 autorisations. Autorisation pour installation et travaux divers, autorisation d'aménager un terrain camping, autorisation de stationnement de caravanes, d'aménager un parc résidentiel de loisirs, de couper d'abattage d'arbres, autorisation de lotir, bref, 8. Et puis, à ces 8 autorisations s'ajoutaient 5 déclarations, déclaration de clôture, déclaration de travaux, déclaration de division de terrain, déclaration de création de terrain camping de moins de 6 tentes et de 20 campeurs, bref, au total, 15 différentes autorisations d'urbanisme d'importance assez diverses. L'objectif de la réforme de 2005-2007 a donc été à la fois la sécurisation et la simplification. En premier lieu, il s'agissait de renforcer la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme. Non pas qu'elles fussent spécialement touchées par une insécurité juridique et contentieuse très forte, mais bien parce que, au moment de la demande d'autorisation, la solution attendue était assez incertaine au fond et rendue dans un délai encore plus incertain. Plusieurs rapports avaient mis en avant cette insécurité et il fallait prendre des mesures pour lutter contre. Il s'agissait, plus concrètement, de limiter l'insécurité juridique dans laquelle étaient les promoteurs et les particuliers. Les promoteurs parce qu'ils avaient de l'investissement bloqué, les particuliers parce que cela gênait leurs évolutions de vie et familiales. Plus généralement même, le financement des opérations de construction en était fortement altéré. En second lieu, il s'agissait, dans cette réforme aussi, de simplifier, de rendre plus lisible ce droit de l'urbanisme. La simplification est notamment passée par une réduction importante du nombre des autorisations, en passant de 15 à 3 permis et une déclaration préalable, auquel il faut ajouter, il faut le remarquer, quelque chose dont on parle peu, qui sont 2 autorisations spéciales en montagne pour les remontées mécaniques, et nous n'en parlerons plus. Deuxième élément de simplification, eh bien, c'est la refonte totale du livre 4, les articles L et R 400 et suivants, afin d'en améliorer l'organisation et d'en retirer tout ce qui n'avait pas directement de lien avec les autorisations d'urbanisme. Il faut comprendre cette réforme comme une nouvelle logique d'ensemble qu'il convient de vous expliquer. Il y a une gradation dans les autorisations administratives visant à l'usage des sols. Il y a un triptyque, permis, déclaration préalable, absence de formalité, qu'il faut que je vous explique. Les auteurs de la réforme de 2005-2007 ont en effet voulu simplifier en imposant cette gradation dans les procédures nécessaires, gradations qui dépendent pour l'essentiel de la taille du projet ou de l'atteinte à la qualité urbanistique que ce projet représente. On va donc avoir 3 régimes possibles. Un premier régime qui est le régime du permis. Il est le plus contraignant puisqu'aucune construction ou aucun projet qui rentre dans son champ ne peut être réalisé sans l'obtention du permis avant le commencement de l'exécution. Le deuxième régime est celui de la déclaration préalable, qui consiste à
présenter son projet à l'administration qui, normalement, le laisse faire, sauf lorsqu'elle s'y oppose. On parle alors d'un acte administratif appelé opposition à déclaration préalable. L'opposition à déclaration préalable est un acte administratif négatif. Et puis, troisième régime, qui regroupe les cas où, chose amusante, il n'y a aucune procédure urbanistique de demander. On va considérer cependant que l'absence de procédure est déjà un régime du droit de l'urbanisme. C'est le régime de droit commun, de liberté, mais n'empêche qu'on va considérer pour la simplification d'exposé qu'il y a un régime de non-soumission à autorisation d'urbanisme. Ces trois autorisations possibles ou absence d'autorisation, permis, déclaration préalable et absence de procédure, sont eux-mêmes appliquées en fonction de trois activités différentes qui seront détaillées par la suite. Première activité, elle est classique, c'est la construction d'un ouvrage ou d'un bâtiment ou d'une infrastructure. Cette construction implique un permis de construire ou une déclaration préalable de construire. Puis, deuxième activité, c'est la démolition. Il y aura alors des permis de démolir et ce permis de démolir est une réminiscence du passé qui, il faut bien le dire, aurait pu disparaître au profit d'un permis de construire et éventuellement démolir, mais qui a été maintenu, donc la démolition, deuxième activité. Troisième activité, c'est l'aménagement. L'aménagement est la vraie nouveauté initiative de cette réforme de 2005-2007, qui, sous le vocable de permis d'aménager ou de déclaration préalable en vue de l'aménagement, regroupe un grand nombre d'anciennes autorisations. Parmi les 15 autorisations qui existaient avant, une grande partie d'entre elles ont été regroupées sous un régime commun, qui est celui du permis ou de l'autorisation d'aménager. Cela fait donc, logiquement, 3 types de permis, 3 activités, 9 cases, 9 solutions possibles, que l'on peut résumer en un tableau. Cependant, ce tableau comporte plusieurs spécificités, plusieurs choses à ajouter pour ne pas se limiter à un tableau à 9 cases. En réalité, il est un peu plus complexe que cela. D'abord, certaines hypothèses sont divisées en deux. Ainsi, la construction, l'activité de construction, est divisée en deux situations. La construction neuve et la construction surexistant. On va donc avoir un régime différent, presque inversé, entre les constructions neuves et les constructions surexistantes. De la même manière, l'aménagement est lui-même divisé en deux, entre un régime spécifique pour les lotissements et un régime qui regroupe toutes les autres formes d'aménagement, l'essentiel donc des 15 autorisations d'avant. Donc première chose, il n'y a pas 3 types d'autorisations, permis, déclaration préalable, aucune procédure, et construire, détruire, aménager, mais bien construire nouveau, construire sur existant, détruire et aménager un lotissement ou aménager autre chose qu'un lotissement. Cela nous fait non pas 3 x 3 cases, mais 3 x 5, 15 cases. Ensuite, deuxième spécificité pour lire ce tableau, eh bien, il faut lire ce tableau en se référant dans chaque ligne à un principe et à une série d'exceptions. Le principe est tantôt le permis, comme pour les constructions neuves par exemple. Lorsqu'une construction neuve est demandée, le principe sera qu'il faudra un permis. Mais un certain nombre d'articles vont soumettre les volontés de construire un bâtiment neuf à des déclarations préalables ou à aucune procédure. Tantôt, le principe va être la déclaration préalable. Ce sera le cas, par exemple, pour les lotissements. Lors d'un lotissement, la déclaration préalable est le principe, et une série d'articles nous diront quand il faut, non pas une déclaration préalable, mais un permis pour pouvoir faire un lotissement. Tantôt, enfin, la procédure de principe, c'est l'absence de procédure. C'est le cas, par exemple, pour les constructions surexistantes ou les autorisations de démolir a priori. Il ne faut rien pour démolir, sauf les articles qui prévoiront un permis. Et il ne faut rien pour construire et faire des travaux surexistants, mais il y a une série d'hypothèses dans lesquelles il faudra de temps en temps des déclarations préalables. Vous le voyez, il faut comprendre, à chaque fois, dans chacune de ces lignes, il y aura un principe et des articles posant des exceptions. Enfin, troisième élément à avoir en tête pour bien lire ce tableau,
il y a certaines cases de ce tableau, à 15 cases donc, qui ne sont pas remplies. C'est-à-dire des hypothèses qui n'existent pas. C'est le cas dans deux cas, notamment dans le cas de l'absence de procédure pour les lotissements, il n'y a pas d'hypothèse où un lotissement n'a aucune procédure. Lorsqu'il y a un lotissement, il y a forcément soit une déclaration préalable, soit un permis. Il n'y a pas d'hypothèse d'absence de procédure. Deuxième cas, c'est le cas des déclarations préalables pour les autorisations de démolir. Lorsque l'on veut démolir un bien, soit il n'y a aucune procédure, c'est le principe, soit il y a une demande de permis. Mais l'hypothèse de déclaration préalable pour démolir n'existe pas. Donc sur ce tableau à 15 cases, seules 13 sont remplies, soit par un principe, soit par des articles visant des exceptions. Voilà la logique d'ensemble, ce tableau qui récapitule la logique d'ensemble des procédures à suivre pour avoir des autorisations d'urbanisme. Nous allons d'abord voir le champ d'application des permis et des déclarations préalables, et nous verrons en son sein les différents types d'activités. La question principale qui se pose lorsque on analyse concrètement une situation est celle du régime d'autorisation applicable. Est-ce que lorsque je veux construire telle chose, lorsque je veux démolir, lorsque je veux mettre une clôture, lorsque je veux faire un camping, dans cette situation, quelle est l'autorisation que je dois demander? Cette analyse se fait principalement à partir de deux considérations. La première est la nature du projet. Est-ce qu'il s'agit de construction, de démolition, une opération d'aménagement ou assimilée? La seconde porte sur l'étendue du projet. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau projet? Est-ce que c'est un gros projet? Est-ce que ça modifie l'existant? Ces questions-là. À cela, il faut ajouter un nombre important, très important, de cas particuliers qui multiplieront les régimes au cas par cas. Des centaines d'articles réglementaires vont prévoir des petits cas particuliers. Il n'est évidemment pas lieu ici dans ce cours de reprendre l'ensemble de ces hypothèses, on en prendra les plus importantes pour montrer la logique d'ensemble. À partir de l'ensemble de ces considérations, l'analyse à partir du tableau par exemple, et de regarder les articles eux-mêmes dans le code, eh bien, nous pourrons déterminer le droit applicable, quel est le type d'autorisation d'urbanisme qu'il convient à un projet. Le livre 4 du Code de l'urbanisme, les articles L et surtout R 421.1 à 421.29, prévoient donc des dizaines d'hypothèses différentes, ces articles étant, pour une bonne partie d'entre eux, divisés en A, B, C, parfois jusqu'au M, pour ce qui concerne les articles R421.2 et R421.19. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vous le voyez, 13 petites hypothèses prévues dans deux de ces articles réglementaires R421.1 à 29, des dizaines de possibilités. Voyons différemment les autorisations de construire, de démolir et d'aménager. Grand A, les autorisations de construire. Grand A, les autorisations de construire. À tout seigneur, tout honneur, les autorisations de construire regroupent deux choses. En premier lieu, le symbolique permis de construire, élément stable s'il en est de l'histoire du droit de l'urbanisme. En second lieu, sa déclinaison un peu moins formelle, la déclaration préalable. L'article L421.1 du Code de l'urbanisme dispose qu'il y a une exigence de permis de construire de principe. Donc il faut partir de l'idée que lorsque l'on veut construire une construction nouvelle, il faudra partir du principe que, normalement, il faudra un permis. Sauf les hypothèses des articles L421.3 à 4, renvoyant eux-mêmes aux articles R du Code, qui prévoient les cas dans lesquels ce n'est pas un permis qu'il faudra, mais une déclaration préalable, et les cas dans lesquels ça n'est pas ni un permis ni une déclaration préalable qu'il faudra, mais bien une absence totale de formalisme. Donc, lorsque la construction est nouvelle, le projet est soumis par principe à l'obtention d'un permis de construire, sauf
les exceptions expressément visées qui sont soumises à déclaration préalable ou absence de formalité. A l'inverse, on le verra, lorsque les travaux consistent en la modification d'une construction existante ou un changement de destination, le principe sera la liberté, sauf les cas, là encore listés dans des articles spéciaux, dans lesquels les dits travaux vont être soumis soit à déclaration préalable, soit à permis. D'abord, voyons la nature des constructions visées. Les constructions visées sont très largement entendues aux articles L421-1 à 5 du Code de l'urbanisme. Ces articles renvoient aussi au pouvoir réglementaire. Pour ce qui concerne les constructions, elles sont largement entendues puisque on va aussi comprendre des constructions sans fondation. C'est l'article L421-1 du Code qui le dit. On pense alors aux mobil-homes notamment, mais aussi aux estrades. Et non seulement cela comprend des constructions sans fondation, mais aussi des constructions temporaires. C'est l'article L421-5b du Code qui le dit. Toutes ces hypothèses peuvent être des constructions et soumises donc par principe au régime du permis et éventuellement par exception au régime de déclaration préalable ou de l'absence de formalité. Dans le même sens, on constatera que la reconstruction des bâtiments détruits font l'objet d'un régime particulier. Régime l'article L111.3 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire, et nous l'avons déjà vu à ce moment-là, dans le RNU. Ce régime de la reconstruction prévoit un permis de construire applicable notamment pour vérifier s'il s'agit bien d'une reconstruction à l'identique. La reconstruction, c'est quand on le fait à l'identique. Et le permis ne sert qu'à vérifier cela. C'est ce que nous dit un arrêt du 9 décembre 1994, l'EC, LESAI du Conseil d'État, 9 décembre 1994, l'EC numéro 126-360. Le permis de construire, en cas de reconstruction, va ainsi vérifier que le bien a été détruit il y a moins de 10 ans, et dans ce cas-là, ne va pas contrôler si le projet tel qu'il va être reconstruit est conforme au PLU d'aujourd'hui. Il pourrait ne plus être légal, mais comme c'est une reconstruction, il a le droit d'être fait. La seule chose qui peut être opposée à ce moment-là au permis, c'est le fait qu'il y ait un plan de prévention des risques prévisible qui s'appliquera et à ce moment-là, la reconstruction sera interdite. C'est ce qu'a confirmé un avis du Conseil d'État du 23 février 2005, Madame Hutin, Hutin, numéro 271-270. Pour ce qui est des bâtiments, on a parlé des constructions, pour ce qui est des bâtiments, ils peuvent avoir différentes affectations. Il peut s'agir aussi bien de bâtiments professionnels, des bureaux ou même des usines, que des bâtiments d'habitation, et dans ce cas-là, on peut avoir aussi bien des maisons individuelles que des immeubles collectifs, y compris très grands. Dans quels que soient ces cas-là, ce sont d'autres considérations qui vont faire qu'on va devoir demander un permis, faire une déclaration préalable ou n'avoir aucune procédure, mais ce n'est pas la nature même des bâtiments qui va conditionner la procédure urbanistique. Ces constructions, bâtiments, ne sont pas les seuls visés par les permis de construire. On va aussi viser les infrastructures. Un certain nombre d'articles du Code visent les infrastructures. La définition de l'infrastructure est plus complexe puisqu'elle comprend des éléments inférieurs aussi, des éléments enterrés comme les fondations, les murs de soutènement, les routes, les voies, et pas seulement des constructions que l'on peut voir. Parmi les infrastructures, on va aussi avoir les éoliennes, même si, par exemple, le Code, de manière bizarre, les qualifie parfois d'urbanisation, comme dans un arrêt du 16 juin 2010, le Loustre, Conseil d'État, 16 juin 2010, le Loustre, que nous avions déjà envisagé à l'occasion de la loi Montagne. Voyons quel type d'autorisation il va falloir demander. Petit 1, les autorisations de construire des constructions nouvelles. Petit 1, les autorisations de construire des constructions nouvelles. Petit a, le principe d'une soumission à un permis de construire. Petit a, le principe d'une soumission à un permis de construire. Il s'agit du principe et le code ne s'étend pas dessus. Il ressort clairement des articles LR 421.1 que, lorsque la construction est nouvelle, eh bien, le principe est qu'il faut demander un permis. Ce qui est intéressant, c'est l'analyse des articles posant les exceptions. Un seul article posant le principe, mais des dizaines de situations posant les exceptions où il faudra des déclarations préalables ou aucune
procédure. Précisons un point cependant. Lorsque les constructions nouvelles, quelles qu'elles soient, sont dans un secteur de protection particulière, les anciens secteurs sauvegardés ou des secteurs patrimoniaux particuliers, eh bien, en général, toutes les exceptions qui conduiront soit à une absence de procédure, soit à une déclaration de préalable, ne joueront pas. Lorsqu'on est dans un secteur protégé, à chaque fois, on reviendra au principe qui est le permis de construire nécessaire. Cependant, c'est bien dans toutes ces exceptions qu'on va trouver les situations particulières. Petit b, les exceptions des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable. Petit b, les exceptions des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable. Les exceptions au principe d'un permis conduisent à une formalité plus simple, celle de la déclaration préalable, et tout cela est précisé dans une liste, des listes, aux articles R 421-9 à 12 du Code de l'urbanisme. Cela représente 26 différentes exceptions au principe de la nécessité d'un permis. Cette liste comprend 8 grands groupes d'exceptions que je vais essayer de simplifier. La plus utilisée, celle qu'il faut absolument savoir, est à l'article R 421-9A. Elle est relative à des constructions moyennes. Qu'est-ce que c'est que moyen? C'est des constructions dont la surface de plancher est supérieure à 5 mètres carrés, mais inférieure à 20 mètres carrés. Dans ce cas-là, il faut qu'elle remplisse aussi deux autres critères cumulatifs, une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres, c'est assez courant, on voit rarement un bâtiment de 5 mètres carrés faire plus de 12 mètres de haut, même un bâtiment de 20 mètres carrés, et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 mètres. Attention, cela veut dire qu'on prend non seulement la surface de plancher, dont vous savez qu'elle se calcule au droit du mur, à l'intérieur, comme on l'a vu, mais aussi l'emprise au sol, la vue du dessus. Attention à ce double critère, à la fois de 20 mètres carrés pour la surface de plancher et construction, et pour l'emprise au sol. Concrètement, ces hypothèses visent par exemple la construction d'une pièce supplémentaire dans le jardin ou d'un garage supplémentaire, ces bâtiments-là faisant le plus souvent moins de 20 mètres carrés. D'ailleurs, ils font spécialement souvent moins de 20 mètres carrés, puisque ceux qui veulent augmenter leur maison d'une pièce vont faire exprès de la faire inférieure à 20 mètres carrés, de manière à justement n'être soumis qu'à une déclaration préalable, ce qui est plus rapide, qu'à un permis qui est le principe. La surface de 20 mètres carrés semble à beaucoup un peu réduite d'ailleurs, et conduit facilement les demandeurs à tricher un peu sur le nombre de mètres carrés réels de leur nouvelle construction. Certains ont donc pensé qu'il fallait porter ce taux de 20 mètres carrés à 40 mètres carrés. Or, 40 mètres carrés, cela a été étendu, mais seulement pour les travaux surexistants. Le législateur a refusé d'étendre à 40 mètres carrés ce point-là pour les constructions nouvelles. Donc ayez bien en tête qu'on est bien dans les constructions nouvelles encore à 20 mètres carrés et que dans certaines hypothèses seulement, on a porté à 40 mètres carrés, mais seulement pour les constructions surexistantes. Nous le verrons tout à l'heure. À cette hypothèse principale de la pièce supplémentaire, de la construction entre 5 et 20 mètres carrés de surface de plancher et de emprise au sol, plus une pièce de moins de 12 mètres de haut, il faut ajouter une deuxième exception qui en comprend plusieurs très courantes. Il va s'agir des murs de plus de 2 mètres de haut, les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 mètres carrés et dont la couverture ne dépasse pas 1,80 m, ainsi que des châssis pour des serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 mètres et dont la surface n'excède pas les 2000 mètres carrés sur une même unité foncière. Alors, les autres exceptions sont beaucoup plus diverses, je ne vais pas toutes vous les donner, quelques-unes malgré tout. Les habitations légères de loisirs, sous ce vocable, vous le savez, on va comprendre ce qu'on appelle dans le langage courant les mobil-homes. Donc les habitations légères de loisirs ne sont soumises qu'à déclaration préalable lorsqu'elles ont une surface de plancher supérieure à 35 mètres carrés, mais qu'elles sont implantées dans un camping. Les pylônes de plus de 12 mètres et de moins de 2 mètres de surface de plancher aussi sont soumis à déclaration préalable, hors éoliennes, attention, parce qu'il y a un droit spécial pour les installations électriques. Les éoliennes sont en effet soumises à permis de construire lorsqu'elles dépassent les 12 mètres de hauteur
Les éoliennes sont en effet soumises à permis de construire lorsqu'elles dépassent les 12 mètres de hauteur, mais on ne prend en compte que la nacelle, on ne prend pas en compte les pales elles-mêmes. En deçà, elles ne sont soumises à aucune formalité, ce sont des petites éoliennes individuelles en dessous de 12 mètres. Les centrales solaires au sol, les centrales photovoltaïques pour le dire simplement, sont soumises à déclaration préalable lorsque leur puissance de crête est inférieure à 3 kW et qu'elles font plus d'1,80 m de hauteur, ou lorsque leur puissance est comprise entre 3 et 250 kW, mais que leur hauteur est inférieure à 1,80 m. Vous voyez des données assez techniques. Enfin, les pylônes électriques, qui portent des lignes de moins de 63 000 volts, sont eux aussi soumis à une simple déclaration préalable. Dernier élément assez courant, les clôtures. Les clôtures sont aussi parfois soumises à déclaration préalable. Il faut faire la distinction entre clôture et mur. Les clôtures sont d'ordinaire plus souples, parfois constituées simplement de grillages. Un mur en limite de propriété peut cependant, selon la jurisprudence, être qualifié de clôture, sauf s'il est en plus un mur de soutènement. Vous voyez que la jurisprudence est subtile sur ce point. Vous pouvez aller la voir, c'est un arrêt du 10 février 1997, Conseil d'État, 10 février 1997, Renollet, R-E-N-O-2-L-E-T, R-E-N-O-2-L-E-T, numéro 119 441. Alors attention, ces clôtures ne seront soumises à la déclaration préalable que dans certaines hypothèses, notamment lorsqu'elles sont dans un site de protection. C'est le cas du périmètre d'un site patrimonial remarquable, d'un site inscrit ou classé, c'est aussi le cas de secteurs spécialement limités dans le PLU où la mairie a spécialement voulu que chaque clôture soit soumise à déclaration préalable. Sinon, elles ne sont soumises à rien. C'est les exceptions des constructions nouvelles qui ne sont soumises à aucune procédure. Les exceptions des constructions nouvelles qui ne sont soumises à aucune procédure. Avant de les détailler, il faut insister sur le fait que l'absence de procédure ne signifie pas que ces constructions ne doivent pas respecter le droit de l'urbanisme, et notamment le PLU. Certains pourraient avoir envie de se dire il n'y a pas de procédure, je fais ce que je veux, c'est comme s'il n'y avait plus de droit de l'urbanisme. Pas du tout. L'absence de procédure veut quand même dire qu'on doit respecter le droit de l'urbanisme. L'article L421-8 du Code de l'urbanisme est très clair sur ce point. Il faut respecter le droit de l'urbanisme. À défaut, d'ailleurs, du respect des dispositions du droit de l'urbanisme, il y aura une application du droit pénal de l'urbanisme. Et même dans certaines hypothèses qui ont été réduites dans une loi assez récente, eh bien, les constructions vont pouvoir être détruites et l'auteur de ces constructions condamné pénalement. Donc attention, du droit pénal s'applique dans le fait de respecter le droit de l'urbanisme, y compris lorsqu'il n'y a pas de procédure spécifique pour construire. Autre remarque, ces hypothèses sont soumises à permis lorsqu'elles sont dans un secteur spécialement protégé, site patrimonial remarquable, dans les abords d'un monument historique ou dans un site classé ou en cours de classement. Attention, je rappelle ce petit point particulier. Alors il y a 4 ou 5 hypothèses dans lesquelles il n'y aura pas de procédure. L'article L421-5 de Code de l'urbanisme prévoit 5 hypothèses dans lesquelles les constructions nouvelles peuvent n'être soumises à aucune procédure. Alors, cela correspond en réalité à 3 principaux enjeux. Premier enjeu, elles sont de très faible importance. Soit parce qu'elles sont temporaires, soit parce qu'elles sont secrètes. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de procédure. Deuxième cas, ce sont les constructions dont le contrôle est assuré par une autre législation. Et troisième cas, ce sont les hypothèses dans lesquelles il y a des implantations en mer ou sur le domaine public maritime qui vont être des exceptions et qui sont relativement nouvelles dans le cadre des énergies renouvelables. Alors, voyons ces 5 séries d'hypothèses dans lesquelles il n'y a aucune procédure pour les constructions nouvelles. Cas numéro 1, les constructions nouvelles dispensées du fait de leur très faible importance. Ce sont les articles R421-2 à R421-8-2 du Code de l'urbanisme. Ces hypothèses regroupent principalement celles de constructions dont la surface de plancher ou l'emprise au sol vont être égales ou inférieures à 5 mètres carrés et dont la hauteur sera inférieure à 12 mètres. Cela comprend donc tous les appentis de jardin, l'ajout de toilettes, etc., etc. Des toutes petites constructions rajoutées éventuellement à un immeuble et qui seront tellement petites que l'on part du principe qu'elles sont autorisées, inférieures à 5 mètres carrés et 12 mètres, 5 mètres carrés aussi bien pour la surface de plancher que pour l'emprise au sol.
On va aussi avoir une série d'hypothèses qui vont renvoyer aux hypothèses où il faut une déclaration préalable, mais en plus petit. C'est le cas des mobil-homes dans les campings de moins de 35 mètres carrés, des piscines de moins de 10 mètres carrés, des serres de moins de 1,80 m de haut, des murs de moins de 2 mètres de hauteur, du mobilier urbain et des caveaux funéraires dans les cimetières qui, elles aussi, seront soumis à aucune procédure, des travaux de ravalement, alors avec une petite situation particulière qui est que si les travaux de ravalement portent atteinte à la structure ou sont aux abords d'un monument historique ou en réserve naturelle, alors il faudra un permis. Sinon, eh bien, il ne fera aucune procédure. À cela, il faut ajouter l'absence de formalité pour mettre en place des auvents, des hampes ou des terrasses d'accès à des mobil-homes dans les campings. Vous savez que souvent, ce qu'est un mobil-home, mettent un auvent, une rope, une terrasse pour agrandir leur espace vital. Eh bien, cela ne mérite pas, lorsque le mobil-home est dans un camping, cela ne mérite pas non plus de procédure. Pourquoi? La raison est que ces auvents et ces terrasses sont et doivent être amovibles. Deuxième série d'exceptions dans lesquelles une construction nouvelle n'est soumise à aucune procédure, ce sont les constructions dispensées de procédure en raison de leur nature temporaire. Ce sont les articles R421, 5 à 7 du Code de l'urbanisme, qui distinguent différentes hypothèses dans lesquelles il n'y a ni permis, ni déclaration préalable, aucune procédure dans ces cas. La première grande hypothèse est celle dans laquelle il y a une dispense de permis et de procédure pour les constructions devant perdurer moins de 3 mois. Tout ce qui est construit pour moins de 3 mois n'a aucune procédure. On va rencontrer beaucoup de ces constructions-là qui ne sont pas forcément bien enterrées avec des fondations, mais notamment dans le cadre de manifestations sportives, de spectacles, de festivals et de choses comme cela. Aucune formalité n'est a priori demandée. Il y a cependant en plus des extensions à 1 an de cette absence de formalité pour certaines hypothèses. Ça va être le cas pour des grandes manifestations sportives et culturelles. La Coupe du Monde, les JO, des grands festivals. Dans ce cas-là, on va dire, ça n'est pas seulement 3 mois, vous devez vous préparer bien avant, construire vos estrades bien avant, eh bien on va vous laisser jusqu'à 1 an. Absence totale aussi de procédure pour le relogement d'urgence de victimes, comme par exemple les périodes où il y a des inondations, il y a des victimes, il faut les reloger. Eh bien, on construit tout de suite, sans formalisme, et pour 1 an. Ou même aussi pour des migrants. Relogement ou migrants, eh bien, l'hébergement d'urgence peut durer jusqu'à 1 an, même s'il est temporaire. Certains travaux, certaines constructions vont pouvoir se faire pour la durée d'une année scolaire, c'est-à-dire 1 an aussi, mais plutôt de septembre à septembre. On reconnaît là les très nombreux algéco, vous savez, les classes démontables dans lesquelles nous avons tous, à un moment ou à un autre de nos scolarités, eu classe avec nos enseignants. Dernière situation, les constructions temporaires et sans permis de cabanes de chantier, où la durée de ces cabanes de chantier dépendra du temps du chantier lui-même, du temps de la construction, voire de la commercialisation de ce nouveau bien. Au-delà de ces délais, les constructions nécessitent un permis, même si elle n'est pas perpétuelle. Donc on va avoir les constructions temporaires, celles qui font moins de 3 mois, pas de permis, certaines hypothèses de construction temporaire de moins d'1 an, pas de permis, aucune formalité, aucune déclaration préalable, rien non plus. Et puis, dès que l'on dépasse ces périodes-là, alors on ne passera pas par un stade de déclaration préalable, ce sera nécessairement tout de suite un permis de construire qui sera nécessaire. Ce permis est cependant soumis à un régime spécial prévu aux articles R433.1 à 7, R433.1 à 7, qui est constitué d'un chapitre intitulé « Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire ». Donc lorsque le permis est précaire, il a des règles spéciales. Troisième série d'hypothèses dans lesquelles il n'y a aucun formalisme, ni permis ni déclaration préalable, mais bien une liberté, c'est celle des constructions dispensées pour des raisons de sûreté. Par ces constructions, on va entendre notamment les enceintes des arsenaux marines, les camps militaires, les aéroports militaires, les dispositifs de communication de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire les grandes antennes pour la gendarmerie ou les militaires, et puis les constructions aussi qui sont situées dans des enceintes pénitentiaires, dans les prisons. Quatrième série de constructions exemptées, ce sont les constructions
sur le domaine maritime et en mer. Notamment, on va penser aux éoliennes en mer. Cinquième et dernière hypothèse, c'est l'article R421.3 qui dispense de procédure tous les murs de soutènement et les ouvrages d'infrastructures terrestres, maritimes ou fluviales, tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires. N'oubliez pas, toutes ces exceptions ne sont applicables qu'en dehors des périmètres d'un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique. C'est une exception générale à l'exception. Et dans cette exception à l'exception, on revient à l'obligation d'un permis de construire. Passons maintenant à un petit 2, les autorisations de modifier les constructions existantes ou d'en changer la destination. Je vous ai dit, il faut donc distinguer dans les constructions, dans les permis de construire pour simplifier, ceux qui portent sur des constructions nouvelles, c'est ce que nous venons de faire, et celles qui portent sur la modification d'un bâtiment existant ou son changement de destination. Petit a, le principe d'une soumission des constructions existantes et des changements de destination à une absence de procédure. Petit a, le principe d'une soumission des constructions existantes et des changements de destination à une absence de procédure. Les procédures nécessaires aux travaux sur existants et aux changements de destination sont regroupées aux articles L421.2, alinéa 2, et R421.13 à R421-17-1 du Code de l'urbanisme. La première chose à noter, par rapport aux constructions nouvelles, est donc l'inversion du principe. Dans les constructions nouvelles, le principe est le permis et on a des hypothèses par exception de déclaration préalable et d'absence de procédure. Dans les travaux surexistants et les changements de destination, on va avoir un principe d'absence de procédure et par exception des hypothèses de déclaration préalable et de permis. Donc, voyons cela. Avant de voir ces hypothèses, il convient de déterminer ce que sont exactement les travaux surexistants et les changements de destination. La définition des travaux surexistants est soumise à un double critère. D'abord, il convient que le bâtiment existe bien physiquement. Une construction complètement en ruine, quelque chose de complètement inachevé, ou même la simple référence sur un plan ne constitue pas une construction existante. La construction existante, c'est quelque chose de physique et de visible. Le second critère de la construction existante est que la construction initiale soit légale. Alors elle peut ne plus être légale aujourd'hui, on pourrait ne plus la construire, mais une chose est sûre, elle était légale au moment où elle a été construite. Voilà les deux critères de la construction surexistant. Il faut que ça existe et que ça a été légal au moment de la construction. D'ailleurs, vous voyez là un intérêt de construire avec un permis. Lorsque vous construisez sans permis et qu'au fond on ne vous détruit pas le bien, qu'il n'y a pas de recours, eh bien au moment où vous voudrez faire des travaux surexistants, eh bien on pourra vous les refuser du simple fait que la construction au moment où elle était faite n'était pas légale. Donc voilà pourquoi il y a toujours intérêt à maintenir un permis de construire à la demande et de ne pas faire de manière illégale une construction. Passons maintenant à la notion de changement de destination. Qu'est-ce que c'est qu'un changement de destination? Le changement de destination fait référence au contenu du PLU tel qu'il est prévu aux articles R 151-27 à 29 du Code de l'urbanisme. Ces articles prévoient 5 destinations qui permettent d'avoir des règles spécifiques dans les PLU. D'abord, première destination, exploitation agricole et forestière. Deuxième destination, l'habitation. Troisième destination, les commerces et les activités de service. Quatrième destination, les équipements d'intérêt collectif et les services publics. Et cinquième destination, les autres activités de secteur secondaire ou tertiaire. Donc, un changement de destination correspond au passage de l'une des destinations à l'autre. Le passage, par exemple, d'une habitation en commerce, d'une exploitation agricole en activité de service public, ou d'une exploitation agricole en commerce et activité de service, c'est-à-dire par exemple d'une ferme en un gîte. Dans ce cas-là, il y aura changement de destination. Attention, dans le code, chacune de ces destinations est divisée en sous-destinations, avec en tout 20 sous-destinations. Le changement entre ces sous-destinations est libre quoi qu'il arrive.
C'est ce que nous précise l'article R421-17. Il s'agit donc bien du changement de destination et non pas de sous-destination. Par principe, attention, ces travaux surexistants ou ces changements de destination sont libres, mais ça n'est que le principe. Il y a des exceptions. Voyons ces exceptions. Petit b, les constructions surexistants et les changements de destination soumis à permis de construire. Petit b, les constructions surexistants et changements de destination soumis à permis de construire. Il y a trois principales hypothèses dans lesquelles le permis de construire est requis. La première et principale hypothèse concerne les travaux surexistants de plus de 20 mètres carrés ou éventuellement 40 mètres carrés. Je précise. Les travaux surexistants ayant pour effet de créer soit 20 mètres carrés de surface de plancher, soit 20 mètres carrés d'emprise au sol, sont soumis à permis. C'est l'article R421-14A qui nous le dit. Et ces 20 mètres carrés passent à 40 mètres carrés lorsque la construction envisagée est dans une zone urbaine, d'un PLU ou d'une carte communale. C'est-à-dire que si vous avez une maison individuelle dans une zone urbaine et que vous voulez agrandir, a priori, vous n'avez pas à demander de permis. Sauf si, parce que vous êtes en zone urbaine, vous dépassez les 40 mètres carrés d'agrandissement. Dans ce cas, il faudra demander un permis. Si vous êtes en dehors des zones urbaines, vous devrez demander ce permis à partir de 20 mètres carrés. D'accord ? Dans ce cas-là, il y a un retour, vous le voyez, au permis, un peu comme une construction nouvelle. Ensuite, deuxième hypothèse, les travaux qui modifient, je cite, les structures porteuses ou la façade du bâtiment et qui, en même temps, conduisent à un changement de destination. La situation est un peu particulière. On va prendre un exemple. Prenez un immeuble d'habitation. Cet immeuble d'habitation, eh bien, vous en modifiez la façade par un IPN, vous savez, une grande poutre qui résiste et qui remplace un peu un mur porteur, pour en faire une vitrine. Pourquoi ? Parce que vous voulez modifier ce bâtiment d'habitation en boutique. Si à la fois vous changez la façade et vous changez la destination, d'immeuble d'habitation, vous faites une boutique, et d'une porte normale, vous faites une vitrine, alors il vous faudra un permis de construire, alors que vous êtes dans des travaux surexistants. Par ailleurs, sont aussi soumis à permis les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens du Code de la construction. Une troisième hypothèse de retour à un permis de construire. Quatrième et dernière hypothèse d'un retour à un permis de construire alors que les travaux sont surexistants, eh bien, ce sont les travaux qui portent sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques, comme cela est dit à l'article L421-16 du Code de l'urbanisme. Il y a une forme de logique là-dedans. Il faut bien retourner à une obligation de permis lorsqu'on modifie un monument historique. On comprend bien que toute modification d'un monument historique est irrémédiable et que par conséquent l'autorité administrative a envie de contrôler cela et donc impose un permis de construire. Le principe d'une construction surexistant ou d'un changement de destination, c'est aucune formalité. Nous venons de voir les hypothèses où nous retournons à un permis de construire. Eh bien, il y a aussi des hypothèses dans lesquelles il va falloir une déclaration préalable. Petit c, les constructions surexistants et changements de destination soumises à déclaration préalable. Les constructions surexistants et changements de destination soumises à déclaration préalable. Si les travaux ne sont pas soumis à permis, il faut vérifier s'ils ne sont pas soumis quand même à déclaration préalable. Cela va recouvrir trois principales hypothèses. D'abord, les travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment. On ne change pas l'affectation cette fois-ci. Vous savez que s'il y a modification de l'aspect extérieur et de l'affectation, ce sera un permis. Si on ne modifie que l'aspect extérieur du bâtiment, eh bien, il y aura, dans ce cas-là, une obligation de déclaration préalable. Vous faites par exemple une nouvelle fenêtre dans votre façade, vous agrandissez la porte, eh bien, il vous faudra une déclaration préalable. Il y a un cas où ce n'est pas une obligation, c'est le cas du ravalement. Deuxième grande hypothèse, ce sont les travaux qui ont pour effet
de créer une emprise au sol ou une surface de plancher entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés en dehors des villes, ou 5 mètres carrés et 40 mètres carrés dans une zone U d'un PLU ou dans une zone constructible d'une carte communale. Vous voyez qu'on retrouve les 5 et 20 mètres carrés que l'on avait aussi dans les nouvelles constructions. Enfin, troisième hypothèse de déclaration préalable, c'est l'hypothèse de changement de destination. Lorsqu'il n'y a qu'un changement de destination, cette fois-ci sans les travaux de façade, et bien là encore, il y a une déclaration préalable. Vous avez un bâtiment dans lequel il y avait une boutique, vous voulez transformer cette boutique et ce bâtiment en habitation, eh bien vous devez faire une déclaration préalable pour indiquer votre changement de destination du bien. Attention, on est encore seulement dans les destinations et non pas dans les sous-destinations. Voilà toutes les hypothèses pour les permis de construire. Nous avons vu les constructions nouvelles avec les trois hypothèses, le principe du permis et les deux listes dans lesquelles il y a déclaration préalable ou aucune formalité. Nous avons vu les constructions surexistantes ou changement de destination avec un principe qu'il n'y a aucune formalité, et puis les deux listes d'hypothèses dans lesquelles il y a un retour au permis de construire ou une déclaration préalable. Nous passerons maintenant au B et au C sur les autorisations d'aménager et les autorisations de démolir.